J'ai été un Marine Raider pendant 17 ans. Le professeur de mon fils a appelé, 6 lutteurs l'ont agressé après l'entraînement. Ils lui ont piétiné les côtes. J'ai trouvé mon fils aux soins intensifs. Poumon perforé. Je suis entré dans le bureau de la directrice. Elle s'est adossée à son siège. Votre fils les a probablement provoqués. Qu'est-ce que vous attendez de moi, que j'appelle les marines? Je n'ai rien dit. J'ai souri. En l'espace de 5 jours, les 6 lutteurs étaient dans le même hôpital que mon fils. Leur entraîneur a disparu. Puis leur père, tous les 6, se sont présentés chez moi. Ils ont bloqué la porte. Tu penses que tu peux battre nos gars et t'en sortir comme ça? J'ai souri, ils ont commencé à trembler lorsqu'ils ont remarqué ce que j'avais dans la main. Thomas Wade avait passé 17 ans à apprendre comment disparaître dans la violence et en ressortir comme si rien ne s'était passé. Les Marine Raiders, la force d'opération spéciale du corps d'armée, ne faisaient pas de publicité pour ce qu'ils faisaient dans des endroits que la plupart des Américains ne pouvaient pas trouver sur une carte. Thomas non plus. Il était rentré chez lui à Millbrook, dans l'Ohio, à 42 ans, avec une mauvaise épaule gauche, une collection de cicatrices qu'il n'avait jamais expliquées, et un fils de 15 ans nommé Drew, qui était, à bien des égards, tout ce que Thomas avait secrètement espéré qu'il deviendrait. Intelligent, décent, pas facilement déconcerté. La mère de Drew, Rhonda Wade, était décédée d'un anévrisme lorsque Drew avait 9 ans. Pas d'avertissement, pas de maladie, elle était là un matin et partie l'après-midi. C'était la seule chose que Thomas ait jamais affrontée pour laquelle son entraînement ne lui avait donné aucun langage. Il avait appris à être les deux parents. Il avait appris à assister aux exposés scientifiques, à cuisiner des repas corrects et à laisser une lumière allumée. Il n'était pas un homme chaleureux par nature, mais il était honnête, et Drew connaissait la différence. Millbrook était une ville où certaines familles flottaient au-dessus des conséquences. Au lycée, ces familles avaient des fils dans l'équipe de lutte. L'entraîneur dont Steele avait bâti le programme pendant 12 ans pour en faire une puissance régionale, 3 titres d'État, un mur de trophées, et une culture d'impunité si épaisse qu'elle avait sa propre gravité. Les 6 lutteurs universitaires qui gravitaient autour du programme de Steele étaient les fils d'hommes qui siégeaient au conseil municipal, dirigeaient la plus grande entreprise de construction du comté, contrôlaient les commissions d'urbanisme local. Le père de Ricky Barrett était conseiller municipal. Le père de Brian Morgan possédait la moitié des biens immobiliers commerciaux de la ville. Le père de Michael Rangle siégeait lui-même au conseil scolaire. Ces 6 garçons avaient appris en observant leur père que le pouvoir signifiait qu'on fixait les règles et que les autres les suivaient. Drew Wade, calme, observateur, le nouveau venu dont le père travaillait seul et ne connaissait personne, n'était pas de leur catégorie. Et ils avaient décidé, quelque part en octobre, qu'ils devaient le comprendre clairement. Ce que Drew avait fait 3 semaines avant l'agression, c'était d'écrire une lettre. Il avait remarqué des choses dans la salle d'attente qui le dérangeaient. Des seringues dans la poubelle, les prises de poids soudaines et spectaculaires, les sautes d'humeur qui précédaient la plupart des confrontations de l'équipe dans le couloir. Drew avait écrit une lettre détaillée, précise, soigneusement formulée au directeur athlétique Wilson Mcedow, nommant ce qu'il avait observé et demandant une enquête. Mcedow avait fait ce que les hommes effrayés font, rien, sauf la montrer à Don Steele. Steele avait donné la lettre à Ricky Barrett, sans qu'aucune autre instruction ne soit nécessaire. Thomas était en train de remplacer une section de clôture dans son jardin un jeudi soir, quand l'appel arriva. Le numéro était la ligne principale de l'école, mais la voix était celle d'une enseignante, Jessica Chambers, qui enseignait l'anglais à Drew et qui respirait de manière superficielle et contrôlée, comme quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer devant un parent. « Monsieur Wade, je suis tellement désolé de vous appeler comme ça. » Drew était après l'entraînement de lutte, dans le parking. 6 garçons de l'équipe. Je l'ai vu depuis ma fenêtre. J'ai appelé le 911. Il l'emmène à Saint-Catherines. Thomas posa soigneusement son poteau de clôture sur l'herbe. C'est grave? Une pause. Il était conscient quand l'ambulance est partie. Mais, Monsieur Wade, ils ne se sont pas arrêtés quand il était à terre. Il était dans son camion en moins de 45 secondes. L'unité de soins intensifs de Sainte-Catherine sentait le nettoyant industriel et l'air recyclé. Le docteur Léaline, la médecin traitante, le rencontra au poste des infirmières, avec la gentillesse plate et précise de quelqu'un qui avait délivré de mauvaises nouvelles de nombreuses fois, mais qui n'avait jamais cessé d'y croire. Poumons perforés, 4 côtes fracturées, reins contusionnés.
Ils l'ont stabilisé, mais il restera ici au moins une semaine, peut-être 2. Elle conduisit Thomas à la chambre. Drew était allongé dans le lit, avec des tubes et des moniteurs, et la terrible petitesse d'un adolescent en blouse d'hôpital. Son visage était largement intact. Il s'était concentré sur son corps, ses côtes, les endroits qui feraient le plus mal, sans être immédiatement visibles. Ses yeux s'ouvrirent quand Thomas tira la chaise. Il essaya de dire quelque chose. « Ne dis rien, dit Thomas doucement. Il posa sa main sur celle de Drew. « Je suis là. Repose-toi. » Il resta assis là pendant 4 heures sans bouger. Son visage ne laissa rien transparaître. Le personnel qui passait devant la cloison vitrée remarqua que l'homme sur la chaise ne pleura jamais, n'éleva jamais la voix, ne passa jamais un appel, il resta juste parfaitement immobile, comme quelque chose qui attendait la permission de commencer. Le lendemain matin, Thomas se rendit au lycée de Millbrook avant la première sonnerie et demanda à l'accueil la directrice Pamela Thornton. Il portait une chemise en flanelle propre, un jean, des bottes de travail. Il n'avait rien. On le conduisit à son bureau, au bout de l'aile administrative, une grande pièce moquettée avec des prix d'excellence encadrés et un diplôme de l'Ohio State derrière son bureau. Thornton, d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants tirés en arrière, affichait l'expression professionnellement posée de quelqu'un qui avait géré des parents difficiles pendant 22 ans et considérait cela comme une compétence essentielle. Elle lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face d'elle avant qu'il ne puisse parler. « Monsieur Wade, j'ai entendu parler de Drew et je suis vraiment désolé. Je veux que vous sachiez que nous prenons tous les incidents de ce genre extrêmement au sérieux. 6 de vos lutteurs ont mis mon fils aux soins intensifs la nuit dernière, dit Thomas. Sa voix était parfaitement égale. Poumon perforé. Elle entrelaça ses doigts sur le bureau. Je comprends que la situation soit bouleversante. Nous sommes toujours en train de recueillir des informations, et je veux être clair, nous ne tirerons pas de conclusion avant la fin du processus. Je ne pose pas de questions sur le processus, dit Thomas. Je demande ce que vous allez faire. Thornton s'adossa à sa chaise. Son expression changea légèrement, moins de sympathie, plus de gestion. Monsieur Wade, j'ai parlé avec plusieurs étudiants qui se trouvaient dans les environs. Il y a des questions sur ce qui a mené à l'altercation. Votre fils a été vu en train de se disputer avec des membres de l'équipe plus tôt dans la semaine. Elle fit une pause, s'assurant que l'implication était claire. Il a peut-être provoqué quelque chose qu'il n'a pas pu gérer. Thomas ne dit rien. Je sais que c'est difficile à entendre, continua-t-elle. Mais 6 garçons n'attaquent pas quelqu'un sans contexte. Nous devons examiner la situation dans son ensemble. Elle inclina la tête avec la patience habituelle d'une femme qui avait mis fin à de nombreuses conversations de cette manière. Que attendez-vous de moi, monsieur Wade? Appelez les marines. Thomas sourit. C'était un sourire discret, d'apparence sincère, le genre que l'on produit quand quelque chose confirme exactement ce que l'on avait déjà compris. Il se leva, hocha la tête une fois, et sortit. Dans le couloir, avant qu'il n'atteigne la sortie, une porte de classe s'ouvrit et Jessica Chambers sortit, jetant un coup d'œil des 2 côtés avant de parler d'une voix basse et urgente. « Monsieur Wade, je l'ai filmé depuis ma fenêtre avec mon téléphone. » Tout. Ricky Barrett en était le chef. Il avait positionné les autres des 2 côtés du parking avant même que Drew ne sorte. C'était planifié. Elle baissa les yeux. « J'ai peur d'aller au conseil. Le père de Wrangle est au conseil. » Thomas étudia son visage. « Gardez-le en sécurité et ne le montrez à personne pour l'instant, dit-il. Pouvez-vous faire cela? Oui, dit-elle. Bien. Il se tourna vers la sortie. Vous saurez quand. Ce que le bureau de la directrice ignorait, ce que la famille Barrett ignorait, ce que l'entraîneur dont Steele n'avait manifestement jamais pris le temps de considérer, c'était la nature spécifique de ce que Thomas Wade avait fait pendant 17 ans. Les Marine Raiders opéraient en petites équipes derrière les lignes ennemies, action directe, reconnaissance spéciale, défense interne étrangère. On ne survivait pas longtemps dans ce monde sans développer une intelligence particulière. Pas seulement une capacité physique, mais la patience de cartographier complètement une cible avant de s'y attaquer. De comprendre chaque sortie, chaque variable, chaque personne dans l'image. Thomas avait planifié des opérations dans des environnements où un seul mauvais calcul mettait fin à des carrières ou à des vies. Il appliquait la même méthodologie maintenant,
avec la concentration sereine d'un homme qui avait déjà décidé de ce qui allait se passer et ne faisait que séquencer les étapes. Il passa le premier jour à observer. Il connaissait les 6 lutteurs par leur nom en 2 heures, Ricky Barrett, Brian Morgan, Michael Rangle, Josh Garrison, Tom Harper, Willie Rogers. Il apprit leurs horaires après l'école, leurs itinéraires habituels, les endroits où ils se sentaient en sécurité. Barrett, en tant que meneur, était le plus visible, se pavanant dans les couloirs, occupant le coin du dîner sur la route 9 après l'entraînement comme s'il tenait audience. Le deuxième jour, Thomas se rendit au bureau du directeur sportif Wilson Mcedo au complexe sportif du comté. Mcedo était un homme au visage doux, d'une 50aine d'années, qui devint visiblement mal à l'aise dès que Thomas prononça son nom. Cela dit à Thomas tout ce dont il avait besoin. Il insista doucement, sans menacer, sans élever la voix, et le malaise de Mcedo se transforma en une confession, les mains moites, en 8 minutes. Il avait montré la lettre de Drew à Steele. Il avait su. Il n'avait rien dit parce que Steele avait des relations avec les membres du conseil, et Mcedo valorisait sa pension. Il commença à pleurer un peu. Thomas enregistra toute la conversation sur son téléphone, partit, et se rendit au parking de l'école, où il passa 20 minutes à mémoriser les angles morts de chaque caméra à l'extérieur du bâtiment. Il y avait 4 caméras. 3 avaient une vue claire de la zone principale du parking. Une, couvrant le coin nord-est, côté quai de chargement, avait été physiquement tournée sur son support, pointant vers un mur de parpaing. Il en était ainsi, Thomas le confirma en consultant le registre d'entretien de l'école en ligne, depuis le 3 octobre, 3 jours avant l'agression. Quelqu'un avait planifié cela soigneusement. Pas assez soigneusement. Au 3e soir, Ricky Barrett était aux urgences de Saint-Catherine-S, le même hôpital où Drew respirait encore par un tube, avec une fracture de l'orbite et 2 doigts cassés à la main droite. Il dit au médecin traitant qu'il était tombé. Personne ne posa de questions approfondies, car l'histoire était nette et les blessures, bien que douloureuses, n'étaient pas mortelles. Brian Morgan ne tomba pas. Brian Morgan fut trouvé par sa mère, assis dans la cabine de son camion dans leur allée à 23 heures, incapable d'expliquer pourquoi il tremblait ou pourquoi il y avait des marques de serre-câble sur ses poignets. Il dit qu'il ne se souvenait pas des 2 dernières heures. Il refusa à plusieurs reprises et avec une panique croissante d'en discuter davantage. Michael Rangle et Josh Garrison se retrouvèrent tous 2 aux urgences le 4e jour, avec des blessures qui, comme celle de Barrett, furent expliquées vaguement et enregistrées sans incident. Tom Harper cessa complètement de venir à l'école. Willie Rogers envoya un texto à sa mère depuis sa chambre à 9 h du matin le 5e jour pour dire qu'il ne se sentait pas bien et n'allait pas à l'entraînement de lutte. Et sa mère, qui avait remarqué quelque chose de différent sur son visage depuis mardi, ne discuta pas. Aucun d'eux n'appela la police. Pas un seul des 6 garçons, pas un seul de leurs parents ne fit de rapport. C'était soit parce qu'ils ne savaient pas qui avait fait cela, soit parce qu'à un certain niveau, ils le savaient. L'entraîneur dont Steele disparut le 4e jour. Sa camionnette, un F250 noir avec un autocollant de soutien à la lutte sur la vitre arrière, fut trouvée au ralenti au bord du parc industriel et de Millbrook, les clés sur le contact, le café encore chaud dans le porte-gobelet. Le détective Rory Padilla de la police de Millbrook reçut l'appel. Padilla, 45 ans, ancien fantassin de l'armée, un homme prudent et perspicace, avait rencontré Thomas une fois lors d'un événement communautaire pour vétérans 2 ans auparavant et s'était forgé une impression calme et juste du genre de personne à qui il avait affaire. Steele réapparut 48 heures plus tard, sortant d'une forêt domaniale à 17 miles à l'est de la ville. Il était physiquement indemne. Il n'était en aucune manière observable le même homme qui avait conduit jusqu'au parc industriel. Il s'assit dans une pièce froide au poste de police et refusa, sur les conseils d'un avocat arrivé dans les 20 minutes de son appel, de décrire ce qui s'était passé. Il soumit une lettre de démission par email le lendemain matin. La lettre ne contenait aucune explication. Padilla se rendit chez Thomas cet après-midi-là. Il resta un instant dans l'allée. Puis il frappa. Thomas ouvrit la porte, tenant une tasse de café, l'air d'un homme qui lisait le journal. « Vous avez entendu parler de l'entraîneur, » dit Padilla. « J'ai entendu aussi, » dit Thomas. Padilla le regarda longuement. « Vous avez quelque chose à me dire, Thomas ? » « Pas vraiment. » Thomas sirota son café. « Drew va être retiré du ventilateur demain. Le médecin dit qu'encore une semaine et il pourrait être à la maison. » Padilla hocha lentement la tête.
Puis il se retourna et retourna à sa voiture de patrouille. Il ne rédigea pas de rapport sur la visite. Les 6 pairs se rencontrèrent un samedi matin chez Barrett. Tom Barrett, au tempérament vif, au cou épais, la posture confiante d'un homme qui n'avait jamais cru qu'une situation dépassait sa gestion, dirigeait la réunion. Leur fils était hospitalisé ou se cachait. Steele était parti. Aucune arrestation. L'histoire qu'ils se racontaient, une partie inconnue avait fait cela, et la solution était une pression locale. Barrett connaissait le chef de la police. Thornton s'exécuterait. Il y avait des leviers. Ils convinrent de se rendre ensemble à la maison. 6 hommes. Faire comprendre à Wade le poids de ce qu'il avait commencé. Ils arrivèrent au crépuscule. Thomas ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Il sortit sur le porche, laissant la moustiquaire se refermer derrière lui, et se tint en haut des 3 marches, les regardant. Tous les 6, disposés en un demi-cercle approximatif bloquant le chemin. Barrett devant, les bras croisés, projetant chaque watt de l'autorité civique qu'il avait accumulée pendant 20 ans. « Vous pensez pouvoir battre Éclaircis à gorge nos garçons et vous en sortir » dit Barrett. Sa voix portait la certitude absolue d'un homme qui n'avait jamais vraiment rien perdu. Les autres se dispersèrent légèrement derrière lui, un instinct de flanquement inconscient. Thomas sourit, le même sourire qu'il avait donné à Thornton. Éclaircis sa gorge puis ils remarquèrent ce qu'il avait dans la main. C'était un téléphone, l'écran tourné vers l'extérieur, lumineux dans l'obscurité tombante, diffusant une vidéo. Le premier extrait était la séquence de Jessica Chambers. Le parking est, le plan visible dans chaque image. 2 garçons déjà en position au coin du quai de chargement. Ricky Barrett debout au centre attendant avant même que Drew ne pousse la porte coupe-feu. Ce n'était pas ambigu. C'était une agression préméditée par 6 individus contre un seul. La mâchoire de Barrett se serra. Ça prouve. Thomas fit glisser. Le deuxième extrait était le bureau de Wilson Mcedow. La voix de Mcedow clairement identifiée, clairement angoissée, expliquant que Drew avait soumis un rapport sur l'utilisation de stéroïdes. Qu'il l'avait transmis à Steele, qu'il savait que la situation s'aggravait et avait choisi de protéger sa carrière au lieu de l'étudiant. L'enregistrement était net, horodaté. Ricky Rogers émit un son qui n'était pas tout à fait un mot. Thomas fit glisser à nouveau. Le troisième élément n'était pas une vidéo. C'était un document, un rapport de renseignement formaté, le genre que Thomas avait écrit professionnellement pendant 17 ans, sauf qu'au lieu de cibles opérationnelles étrangères, les sujets étaient les 6 hommes debout dans son allée. Tom Barrett, 3 cas de votes enregistrés sur des contrats municipaux dans lesquels il avait un intérêt financier, documenté et recoupé avec les dépôts du comté. Brian Morgan, Senior, un schéma d'offre de construction impliquant des registres de paie qui ne concordaient pas, signalé par un audit de contractant fédéral 18 mois auparavant, mais jamais approfondi. Michael Rangle, Senior, un conflit d'intérêts au conseil scolaire dissimulé dans 3 déclarations de réunion consécutives. Le père de Garrison, le père de Harper, le père de Rogers, chacun avec sa propre page, chacun avec des sources jointes, chacun avec une liste de destinataires qui incluait le procureur général de l'État, le Millbrook Register, et pour 2 d'entre eux, le bureau régional de la DEA. Le brouillon était prêt à être envoyé. La seule chose qu'il attendait était que Thomas retire son pouce de l'écran. Le crépuscule était très silencieux. Quelque part plus loin dans la rue, un arroseur de pelouse tic-taquait. Tom Barrett, conseiller municipal, président de la société, homme qui n'avait jamais cru qu'une situation dépassait sa gestion, fut le premier à réellement comprendre ce qui se passait. La couleur de son visage s'est estompée, comme celle d'une chose trempée dans l'eau froide. « Vos fils ont mis mon garçon aux soins intensifs », dit Thomas. Sa voix n'avait pas changé de registre depuis le moment où il avait ouvert la porte. Plate, calme, la voix d'un homme décrivant un processus mécanique. Ils l'ont fait parce qu'il a déposé une plainte qui menaçait leur équipe. Cela en fait un acte prémédité et de représailles. Vos fils savaient ce qu'ils faisaient, et je pense que, d'après la façon dont ils ont été élevés, vous savez exactement ce que vous avez fait pour qu'ils soient ainsi. Personne ne parla. Je vais vous donner une option, continua Thomas. À l'intérieur de cette maison, j'ai 6 déclarations signées, une pour chacun de vos fils, reconnaissant leur participation à l'agression, à soumettre au bureau du procureur. Les déclarations sont entièrement détaillées, juridiquement suffisantes et entraîneront de graves conséquences pour 6 carrières sportives prometteuses,
ainsi que pour toutes les bourses actuellement en jeu. Il laissa cela s'installer. Vous signez les formulaires de reconnaissance parentale, confirmant l'absence de contestation de la procédure, et ce qui est sur ce téléphone restera privé. Chaque fichier, chaque document, chaque enregistrement sera scellé. Barrett commença à dire quelque chose. Thomas déverrouilla le brouillon de mail avec son pouce et le laissa planer au-dessus du bouton d'envoi. Éclairci sa gorge, Barrett s'arrêta. « Ou, dit Thomas, j'envoie ceci dans les 30 secondes suivantes, et vous passerez les 18 prochains mois à vous expliquer à des gens qui ne se soucient pas de votre nom de famille. » Il regarda Barrett directement. Barrett le regarda en retour pendant un long moment. Il a vraiment regardé, peut-être pour la première fois, ce qui se tenait sur ce porche. Pas un père en deuil, pas une victime, pas un problème à gérer. Quelque chose de patient, précis et absolument préparé. Barrett baissa les yeux. « Apportez les formulaires, dit-il doucement. Les 6 signés avant 9 heures. » Thomas avait une notaire, Pauline Costello, une parajuriste à la retraite qui lui devait une faveur, l'attendant à sa table de cuisine. Elle traita les documents sans commentaire, tamponna chaque page et partit. 2 jours plus tard, Jessica Chambers soumit sa vidéo au conseil scolaire avec une plainte écrite formelle. Elle n'était pas seule cette fois. Wilson Mcedow, apparemment traversant une crise de conscience tardive et transformative, soumit une déclaration corroborante le même après-midi. Pamela Thornton fut placée en congé administratif dans la semaine. Le poste de Mcedow fut mis à l'étude. Le conseil scolaire, moins Michael Rangle, senior, qui avait tranquillement refusé d'assister à d'autres réunions, vota pour coopérer pleinement avec l'enquête du procureur du comté sur l'incident et le programme. Dont Steele ne revint pas à Millbrook. Le programme de lutte fut suspendu en attendant un audit complet de ses opérations. Le détective Padilla entendit tout cela par les voies officielles et ne dit rien d'officieux. Drew rentra à la maison un jeudi. Il entra par ses propres moyens, se déplaçant prudemment, gardant toujours son côté gauche où les côtes avaient guéri imparfaitement et lui feraient mal quand le temps changerait. Probablement pour le reste de sa vie, avait dit le médecin, sur un ton neutre, comme quelqu'un qui délivre une prévision pratique. Thomas avait nettoyé la maison, rempli le réfrigérateur et mis des draps propres sur le lit, ce qui était la seule langue de soins qu'il ait jamais vraiment maîtrisée. Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche, dans la dernière lumière d'octobre. Drew, une couverture sur ses genoux. Thomas, une tasse de café. Le quartier reprenait ses bruits habituels. Des enfants quelque part dans la rue. Un chien aboyant 2 fois et abandonnant. L'arroseur sur la pelouse des Brewers se mettant en marche à 18h pile. Les gars qui ont fait ça, dit Drew. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Éclairci sa gorge, Thomas regarda au loin. Ils sont traités par le bureau du procureur. Les accusations tiendront. Leurs bourses sont révoquées en attendant la procédure. Il sirota son café. Steele est parti. Thornton est probablement fini. Éclairci sa gorge, Drew resta silencieux un instant. Ce n'est pas ce que je demande. Thomas ne le regarda pas. Je sais. Un autre silence. Drew bougea, ajustant la couverture autour de ses côtes. Tu vas bien, demanda Drew. C'était une question intéressante, le genre qu'un adolescent de 15 ans pose quand il veut dire quelque chose de plus grand. Thomas y réfléchit honnêtement. Oui, dit-il. Je vais bien. Drew hocha la tête, regardant dans le jardin. Il n'insista pas, car il avait grandi en observant son père et avait appris à lire la texture spécifique de ce silence particulier. Non pas l'immobilité tendue et enroulée d'avant, que Drew avait remarqué sans la comprendre, mais quelque chose de plus lâche, quelque chose qui avait déposé un poids qu'il portait depuis jeudi soir. Au bout de la rue, l'enfant de quelqu'un manqua un saut à vélo d'une rampe artisanale, atterrit dans l'herbe et se mit à rire. L'arroseur tic-taquait. La lumière devint ambrée, puis douce, puis disparut. Ils restèrent assis sur le porche jusqu'à ce qu'il fasse complètement nuit.